Et yo tout le monde, nous sommes de retour chez nos amis les Fixonautes pour vous parler de l'Académie. Et c'est parti pour Umbrella Academy. Exactement, donc dans un premier temps, on va vous parler de la série Umbrella Academy saison 1 qui a été diffusée sur Netflix à partir de février 2019. Donc une saison 1 en 10 épisodes. De quoi ça parle en gros? C'est l'histoire d'enfants adoptés qui ont des pouvoirs surnaturels. Donc désolé, dans cette vidéo, on a oublié de préciser, il y aura des spoils. Ouais, mais c'est trop tard, hein. Si t'as commencé à regarder, regarde jusqu'au bout parce qu'on t'a déjà tout spoil. Mais s'ils sortent d'où ces enfants, etc. Alors, techniquement, la légende veut, dans le lore de la série, que 43 femmes en octobre 89 aient donné naissance à des enfants le même jour, n'ayant elles-mêmes pas été enceintes début de la journée. Au début de la journée. Un personnage donc important dans la série, le sœur Reginald Hargreaves, va adopter un maximum possible de ses enfants, c'est-à-dire 7, qui seront les protagonistes principaux de la série télé. Donc du coup, sur ces 7 personnages, nous avons numéro 1, Luther. Luther, c'est qui? C'est un peu le Hulk de l'équipe. C'est le gros bras de l'équipe, c'est aussi le leader charismatique, c'est numéro 1, il est attaché à son titre de numéro 1, c'est lui le premier, c'est lui le... Number 1. Voilà. Grosso modo. Après, on a numéro 2, Diego. Diego, lui, il maîtrise les couteaux, il est un peu ninja, etc. C'est un peu l'archétype Wolverine, Batman, le gars qui se la joue solo, qui est sombre. Et qui est numéro 2, du coup, qui n'aimerait bien monter à la première place. Ouais, c'est cette jalousie un peu entre les deux. C'est espèce de dynamique Cyclope-Serval, tu vois. Ouais. On est là-dedans. Numéro 3, Allison. Aussi connue sous le nom de Rumeur. Donc, comme son nom l'indique, avec son pouvoir, elle balance des rumeurs et tout ce qu'elle dit se passe derrière. Numéro 4, Klaus. Klaus, donc personnage, moi c'est mon personnage préféré, interprété par Robert Sheenan, qu'on a vu précédemment dans Misfits, donc complètement déjanté, etc. Un pouvoir particulier? Klaus, il voit... des morts... Ouais, c'est ça, c'est le sixième sens, le type. Grosso modo, c'est le personnage tragique gothique qui voit des morts, notamment mon frère. Exactement, Benjamin, et qui est juste derrière, numéro 6. Non, parce qu'on oublie numéro 5. On oublie numéro 5. Je sais pas compter. 4, 6, pardon, ouais. Donc effectivement, numéro 5, qui est le personnage... qui est un personnage qui, dans la série et dans la bande dessinée, a beaucoup d'importance, qui a le pouvoir de voyager à travers le temps, parce que c'est trop classe. Et qui va être un petit peu le point de départ de l'intrigue. Numéro 6, donc Ben, personnage que l'on voit grâce à Klaus, du coup, essentiellement, parce que Ben apparemment est mort, mais on ne sait pas comment, donc on espère que dans la saison 2, on aura enfin la réponse et de savoir comment ce personnage est décédé, mais en tout cas, grâce à Klaus qui voit des morts, il est toujours là, il est toujours en mode fantôme, et il aide à sa façon, donc ses frères et sœurs. Et pour finir... Numéro 7, Vanya. Vanya, donc, personnage qui est mis à l'écart tout au long de la série, jusqu'à la fin où on apprend qu'elle n'avait pas de pouvoir jusqu'à présent, jusqu'à la fin, c'est un peu le phénix, quoi. C'est un personnage qui va devenir effectivement l'antagoniste de la série, de la première saison en tout cas. Interprété par Ellen Page, notamment. Ellen Page, exactement, grande actrice. Ouais, on l'a vu dans X-Men, justement, déjà. Qui jouait Rogue dans X-Men, exactement. On l'a vu dans Juno également, enfin, une actrice connue. Le personnage de Vanya est complexe, parce que Vanya, grosso modo, elle déteste tout le monde. Elle a écrit un bouquin dans la série télé expliquant Extraordinary. À quel point elle était mise à l'écart et que les membres de l'Umbrella Academy, son père compris, n'étaient pas des gens finalement, quoi. Ça, c'est la présentation un petit peu rapide des personnages secondaires. Alors on a également le papa aussi. Le sœur Reginald Hargreaves, donc le scientifique riche. La figure paternelle de ce groupe de super-héros, on va les appeler comme ça pour simplifier. Ce qui les recrute et qui va les entraîner pour sauver le monde en théorie. Tout simplement à sauver le monde. Alors dans la série télé, c'est un petit peu compliqué de comprendre cette personne, parce qu'on ne le voit pas, grosso modo. C'est-à-dire que dans le premier épisode, il est déjà mort et on va l'entreapercevoir un petit peu plus tard quand il va parler à Klaus. Mais ses motivations sont un petit peu floues et même ses relations avec les personnages sont floues. Parce qu'il est détesté par tous ses enfants. Après, en personnage secondaire, comme tu disais, on retrouve qui? AZ et Chacha. Les deux méchants. Donc de cette première saison. Ouais, deux antagonistes venus du futur pour que l'apocalypse se déroule. Exactement, et pour empêcher que numéro 5 réussisse sa mission. On a Pogo. On a Pogo, et le petit singe qui est un peu le majordome de la maison. On a Maman également. Donc Maman qui
la figure maternelle de la famille. C'est le contrepoint, effectivement. Le Reginald Hargreaves, lui, c'est donc le père, et il a un androïde qui sert de figure maternelle aux 7 enfants de la famille. Et je crois que c'est même elle qui donne les prénoms aux enfants, parce que lui, il en a rien à faire. C'est juste développer les pouvoirs de chacun en les envoyant un peu à gauche, à droite, Et on a comment elle s'appelle? La directrice. Kate Welch. Kate Welch, exactement. Donc, une très très grande actrice déjà qu'on retrouve dans une autre série Netflix à succès, 13 Reasons Why. Donc la directrice, c'est la grande méchante, on va dire, la chef de Hazel et Chacha, également l'ancienne chef du futur de numéro 5. Hein. Exactement. Et donc on apprend que dans les années 1950, ils ont créé une agence et qui dirige un peu toutes les actions. C'est une agence qui est là pour veiller sur le temps et surtout veiller à ce que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Le pitch de la saison 1, c'est ces enfants ont été réunis dans cette Umbrella Academy. Ont été une équipe à succès d'enfants super-héros. Exactement. On va les retrouver plus tard à l'âge adulte. 17 ans plus tard. L'équipe a été dissoute de fait. On a le numéro 1 qui est parti sur la Lune, qui a été envoyé. Numéro 2 qui est policier, plus ou moins. Ouais, c'est le Batman du coin. Exactement, le justicier. C'est le justicier, le vigilante, le Daredevil. Il est tout seul dans son coin, très sombre, à balancer des couteaux, à essayer de tabasser des criminels. Numéro 3, c'est l'actrice à succès, du coup, grâce aux rumeurs, elle se fait la vie parfaite, elle a même un enfant et elle est mariée, peut-être en plein divorce. On a le numéro 4, complètement ravagé, drogué, etc., voir des morts en même temps, le pauvre garçon. Numéro 5, au début de la série, n'est pas présente, numéro 6 est mort. Numéro 6 est mort, exactement. Et numéro 7 fait sa vie, joue du violon. Ils vont se retrouver à l'enterrement de leur père. Exactement, ils apprennent que ça y est, le gros daron est mort. Donc au départ, on pense qu'on va partir sur un mystère de qui a tué le papa. Exactement, c'est exactement ça, c'est enquête criminelle. Parce qu'on a des vidéos, etc. dans le manoir. Il y a des histoires, il manque un monocle, tout ça. Donc le pitch au départ, ça va être ça, c'est qui a tué le père. Est-ce que c'est l'un des gamins, tout ça. En fait, rapidement, on va s'apercevoir que c'est pas le cas. C'est numéro 5 qui va revenir du futur, la forme d'un enfant. Lui, il a pas bougé d'âge. On s'aperçoit rapidement que en fait c'est plus un enfant depuis longtemps. Lui il a 50 ans d'existence, c'est le plus vieux du groupe, mais il a l'apparence d'un gamin, ce qui a tendance à l'hériter parce que personne ne le prend au sérieux. C'est vrai, ouais. Alors que c'est un gars qui est a priori une machine à tuer. Ouais, un grand tueur qui boit du café et il lui faut son bon café tous les matins sinon il devient fou. Non, d'alcool, qui fume des clopes. Il est ouf. Le petit jeune, il est bouffe. Il est très très bien, et donc lui en fait il va venir dire à l'équipe qu'il revient du futur, qu'en apocalypse arrive dans 8 jours. 8 jours après le décès de leur père, et qu'en fait, savoir qui a tué le padré, c'est pas trop l'ambiance, là, il va falloir arrêter la fin du monde. Et son seul indice, c'est un œil. C'est un œil robotique, donc lui, il va partir avec un numéro de série derrière, et à partir de là, à qui appartient cet œil, etc., quelle compagnie l'a créé. Là, on est sur la série Netflix, comme ça, c'est adapté d'un comics. Donc qui s'appelle Umbrella Academy. Et la saison 2, du coup, sort le 31 juillet prochain. On n'a pas beaucoup d'informations pour l'instant. On a quelques questions à se poser, parce que notamment donc la mort de Benjamin, comment il est mort. On a également la question, à quelle période se sont-ils transportés à la fin de la saison 1 ? Est-ce qu'ils sont repartis dans le passé 8 jours avant pour réessayer de corriger l'apocalypse ? Ils sont passés dans un futur. Ils sont partis beaucoup plus tôt dans le passé. Là où on en est, c'est tout est ouvert. Hein. Autant ils peuvent être dans n'importe quelle époque du temps et ils vont devoir... on est parti pour 2-3 saisons de renvoyer dans le temps. Ouais. C'est possible. C'est le flashpoint de Netflix. Là. C'est parti. Là. C'est parti. Autant... Parce qu'il faut savoir, la bande dessinée qui a plutôt bien marché, qui a gagné donc un Eisner Award de la meilleure série quand elle est sortie aux alentours de 2007. D'accord. Qui est un petit peu l'équivalent genre d'une grosse distinction, d'un Oscar, d'un César, ce que tu veux. Particularité de cette série, c'est qu'elle est écrite par Gerard Way. Gerard Way, c'est le chanteur de My Chemical Romance. C'est quelqu'un qui est familier de base de par sa formation dans l'univers du comics. Il a, avant d'avoir une carrière dans la musique, il a eu une carrière dans l'animation et dans la bande dessinée, qui a pas duré longtemps parce qu'il a monté son groupe assez rapidement finalement. C'est quelqu'un qui donc va revenir en 2007 faire cette série Umbrella Academy. Donc voici le premier tome. À savoir que donc en Umbrella Academy, ça suit la tradition, ce qu'on disait, la tradition des X-Men, la tradition de la Doom Patrol, la tradition qui veut qu'on récupère un groupe de jeunes aux pouvoirs surnaturels qui sont un petit peu exclus de la société, dans un manoir tenu par une figure paternelle plus âgée, donc le professeur Xavier dans les X-Men et le professeur Niles Caulder dans la Doom Patrol. Donc tout est un petit peu lié quand même, parce que donc Gerard Way, une fois qu'il aura fini
d'écrire Umbrella Academy, va passer chez DC Comics et va justement écrire la Doom Patrol. Et c'est un petit clin d'œil au reste de sa carrière. Du coup, Doom Patrol c'est chez DC, mais Umbrella Academy c'est quoi? C'est Dark Horse. C'est comics indépendant, c'est Dark Horse, c'est ceux qui éditent Sin City notamment. Et donc Gerard Way dans sa carrière musicale, il y avait déjà des petits liens avec l'univers du comics, notamment dans 2 clips de ses morceaux Nanana et Sing, apparaissait Grant Morrison. Grant Morrison, c'est un scénariste qui est connu effectivement pour avoir travaillé sur à peu près tout ce qui est cool dans le comics, un sale fanboy, donc je l'adore ce mec-là, donc on va dire que c'est cool. Et notamment, lui aussi avait bossé sur Doom Patrol. Des gros tomes en plus. Donc ouais, ça c'est un gros morceau, c'est en 2 tomes comme ça en français. Et donc c'est des Doom Patrol de Gerard Way, ils reprennent directement la suite des Doom Patrol de Morrison. Netflix, si vous voulez racheter les droits, vous avez déjà Titan, donc ça peut être pas mal. Ouais, ça serait sympa d'avoir tout sur la même chaîne. Quoi. Exactement. Ouais. Et donc on va parler un petit peu donc de la suite apocalyptique, qui exactement le comics ont été adaptés à la série. On commence pareil, on commence avec la mort de Reginald Hargreaves, effectivement. Les enfants qui reviennent, 5 qui revient du futur en mode c'est l'apocalypse. Dans le comics c'est dans 3 jours, on perd pas de temps. C'est pas, pas 8 jours pour régler les trucs, c'est dans 3 jours, les copains, on est mort dans 3 jours. Il va y avoir une différence majeure, notamment sur le personnage de Vanya. Vanya, on va mettre du temps dans la série avant de la voir peu à peu se transformer, apprendre qu'elle a des pouvoirs et finalement devenir un petit peu la personne qui a amené l'apocalypse. Dans Umbrella Academy, dès le premier numéro, il y a le méchant de l'histoire qu'on ne voit pas dans la série qui vient à voir en mode en fait, toi, tu vas devenir la violoncelliste de l'enfer, on va te recruter dans notre orchestre apocalyptique pour amener la fin du monde. Les chevaliers de l'apocalypse, quoi. Ah non, mais rien à voir. Donc c'est assez clair depuis le départ que le plan, c'est la fin du monde est amenée par Vanya et cet orchestre. C'est le 2e numéro, il n'y a pas de, y a pas de surprise. On est dans un univers qui est beaucoup plus fantastique que celui de la série, c'est-à-dire que ça commence, la scène d'intro typiquement du comics, c'est Umbrella Academy quand ils sont jeunes à Paris, en train d'affronter le zombie de Gustave Eiffel en haut de la tour Eiffel, il défonce la tour Eiffel. Alors ce qui est sympa, c'est que dans l'épisode, je crois que c'est dans un des épisodes vers la fin, quand tu vois Rumeur dans la série télé parler avec sa fille, lui raconter des histoires le soir, sa fille lui demande des histoires de l'Umbrella Academy à Paris. Ah, elle a pas de fille en dessin, hein, c'est pas du tout la même ambiance. Mais là, elle demande l'histoire de Paris, donc il y a un petit clin d'œil à l'intro de la bande dessinée, et forcément, va pas les raconter, parce que là, on capterait vraiment pas. Puis si t'as lu le comics, tu vois un petit peu la scène. D'accord. Et ça... 2 salles, 2 ambiances, hein, vraiment comics, série... Ça n'a rien à voir, c'est un univers qui est beaucoup plus fantastique. Genre, Pogo, c'est le singe. Reginald Hargreaves, quand il commence les expériences pour faire Pogo, en fait des Pogo il y en a dans le monde entier, des singes humains. La planète des singes dans la série carrément. C'est ça, notamment dans les personnages, dans le commissariat, tu as un singe détective. D'accord. Et donc là, on est vraiment dans un monde beaucoup plus fantastique. Ce qui va se passer, c'est effectivement 5 revient du futur, a été bloqué dans le futur, revient en tant que gamin pour arrêter. On va retrouver la scène du Donut Shop, ça allié, c'est la même, où ça défouraille, c'est la même chose. Il faut pas oublier sa copine, Dolores. Non, c'est Dolores au mannequin. Dolores aussi, ouais. Non, Dolores est présente aussi, beaucoup plus brièvement, mais parce que ça va beaucoup plus vite. Et ce qui se passe, la grande différence, c'est que à ce moment-là, Vanya, dans la bande dessinée, n'a pas de pouvoir. D'accord. Et Vanya se fait exclure au moment où elle revient vers l'Umbrella Academy pour les avertir qu'il y a ce mec-là qui veut causer la fin du monde. Ils lui disent, mais ils sont en plein combat, parce qu'il y a du super méchant, il y a du robot destructeur, des trucs qu'on voit pas du tout dans la série. Hein. Et des autres, tu dis, mais casse-toi de là, t'as pas de pouvoir, tu sers à rien. Ah oui, d'accord, mais vraiment mis sur le côté. Elle est vraiment, et c'est pas le fait que, parce que dans la série, on est dans une adaptation qui veut que, grosso modo, elle ait été trahie par son mentor. Et qui va la faire tourner bad guy. Là, directement, il n'y a pas de trahison de mentor, c'est juste le fait qu'elle soit exclue parce qu'elle n'a pas de pouvoir qui va l'amener vers le méchant. Mais alors, après, on apprend un peu justement que, comment dire, Vanya, elle est mise de côté parce que le professeur s'en rend compte dans son carnet qu'elle a un pouvoir beaucoup trop puissant. Dans la série, dans le comics, elle est modifiée par le méchant pour devenir all powerful et attirer l'Umbrella Academy. Petite parenthèse comics, hein. Le pitch qui est repris dans la série est beaucoup plus proche d'ailleurs de ce qui se passe dans la saga Dark Phoenix originale, où Jean Grey est séduite par Mastermind, qui va la manipuler pour l'éloigner des X-Men, et en lui disant, les X-Men, quand elle est Phoenix, ne te laisse pas utiliser ton pouvoir à la Phoenix Force, son plein potentiel, et là, elle va virer en Dark Phoenix et détruire les mondes.
Ok. Et là, on est plus bizarrement dans une adaptation des X-Men que dans une adaptation, moi j'ai trouvé que dans... Du comics original. Que d'Umbrella Academy. Ce qui se passe, c'est que à la fin, ça se solde basiquement par un combat. Tout simple. Hein. Je vais pas spoiler le combat sur la série, mais c'est orchestre contre orchestre. Ok. Ça s'appelle pas la suite apocalyptique pour rien. D'accord. Ils vont chercher divers musiciens très connus à travers le temps pour former un contre-orchestre pour pas que l'apocalypse arrive. Ils arrivent à prévenir l'apocalypse. Et ça s'arrête là. Ok. Alors ça s'arrête là, et c'est là où nous, dans la saison 2, on arrive sur un cliffhanger de fou. À la fin, justement. Le monde est détruit. Et eux, tac, ils disparaissent. Et on ne sait pas, comme on le disait, est-ce qu'ils arrivent dans le passé, est-ce qu'ils partent dans le futur, bah, no idea. Et Netflix, justement, disait, ils ont bien été contents d'avoir ce cliffhanger parce qu'ils veulent vraiment se séparer du comics original. Bah, c'était déjà assez bien fait, hein, parce que le comics original, alors là on a le volume 2, Dallas. Ah. Mais ceci dit, des différences notables, c'est par exemple Azel et Chacha n'apparaissent que dans ce volume-là. D'accord, alors une fois que la fin du monde est finie, en fait, ils viennent récupérer Five qui se retrouve dans le passé, alors qu'il devrait pas y être, parce qu'il est retourné dans le passé pour prévenir l'apocalypse. Et donc, la scène où il y a les agents temporels dans le café qui viennent chercher Five, c'est le départ. Comme ils n'arrivent pas à récupérer Five, il va tomber dans des embûches, d'embûche en embûche, avec notamment les mecs qu'on voit à la fin avec les masques à gaz dans le les espèces de Stormtroopers version... Eux, en fait, ils arrivent de base dans le café, c'est toujours les mêmes. Ils suivent numéro 5 à chaque fois, c'est un carnage sans nom à chaque fois. Comme dans le bowling, on les voit notamment. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois, ils sont boités que par numéro 5. Il n'a pas besoin d'avoir toute la clique, etc. Parce que là, ça part avec Luther qui balance des boules de bowling, etc. Là, numéro 5, il se débrouille très bien tout seul. Et donc du coup, n'arrivant pas à défaire numéro 5 tout seul, ils appellent Azel et Chacha pour régler le truc. Les gros tueurs. Et au moment, ce qui est pas mal dans le comic, c'est au moment où numéro 5 entend juste le nom Azel et Chacha, il se dit putain là je suis niqué, je suis de la baisse. Ils reviennent, putain. Et voilà, donc des personnages sont cool, donc, qui étaient cool dans la série, qui sont vachement cool dans le comics, mais qui sont un poil différents parce que quand même dans un univers plus fantastique, ils enlèvent jamais leur putain de masque. D'accord. On sait pas qui y a dessous. D'accord, et là on découvre les deux acteurs, etc. Ils sont hystériques au possible, ils sont débiles et hystériques sadiques au possible. Il y a la relation avec Agnès pour Azel? Il n'y a pas de relation, c'est pas ce genre de personnage qui entretient une relation. Ok, parce que là, dans la série, ils l'ont fait gentil, qui tombe amoureux d'une petite vieille. On les voit sans masque, tu vois, c'est tout le... Ah, là, c'est deux tueurs avec des masques, c'est des mecs, ils sont psychopathes, ils sont shootés au sucre, et c'est des gamins avec des flingues qui ont pas de morale et pas de conscience. Ils torturent des gens, tout ça. Non, il y a pas de romance, c'est pas dans le comics, quoi. Mais justement, en parlant de personnages, du coup, Netflix a annoncé qu'il y aura 3 nouveaux personnages qui ne sont pas dans le comics et qui vont les faire intégrer dans la saison 2. Donc, on a notamment Lila. Donc, apparemment, c'est une espèce de caméléon avec un humour très très noir. On a également Raymond qui va faire son apparition. Raymond, c'est... son pouvoir, se disant, un clin d'œil, il arrive à te désarmer une personne. Et on a Sissi, du coup, une mère de famille qui arrive pour... on ne sait pas quel pouvoir, mais qui est désireuse de savoir ce que la vie a à offrir et l'amour à offrir dans la vie. Disons que la série, déjà, la saison 1 est suffisamment éloignée du comics original pour que, ayant lu le comics avant d'avoir la série, on se retrouve vraiment paumé. Du moins, c'est parce que c'est tellement proche, c'est vachement bien fait parce que les personnages sont bien respectés, les caractères sont cool. Tu retrouves vraiment les personnages de la bande dessinée, ce qui n'est pas le cas dans toutes les adaptations. Je te dis, à point excepté de Vania numéro 7, qui est vraiment traité très différemment, donc c'était pas vraiment possible de garder le même intérêt. Ils sont bien, donc c'est perturbant parce que tu les retrouves dans des situations très proches, mais comme le déroulé n'est pas du tout pareil, pour le moment, parce que tout est possible à partir du moment où ils disparaissent dans le temps comme ça, on peut avoir une saison intermédiaire de on va tout replacer, une saison intermédiaire de on t'explique qu'on tue ou qu'on déplace Benjamin dans le temps, tout est possible, et voire finir sur une saison finale qui serait l'adaptation de la première texto de l'histoire du comics, parce que tout aurait suffisamment changé dans le temps pour arriver dans l'univers du comics et faire un début, une suite, une fin, et faire l'adaptation texto avec plus de budget, plus d'effets spéciaux. Netflix, à vous de jouer. Hein. Là, ils peuvent se gaver. Donc, réponse, le 31 juillet prochain sur Netflix, à mon avis à 9h01, comme toute leur création Netflix, et puis, stay tuned. Et pour finir, petit jeu concours, bien entendu, comme à notre habitude. Donc, tout d'abord, pour nous soutenir, un petit pouce bleu sur la vidéo si vous avez aimé, un petit partage sur les réseaux sociaux, et ensuite, pour gagner. Alors, pour gagner ce magnifique, splendide
coffret Umbrella Academy regroupant les 3 premiers tomes de la série édités en version française aux éditions Delcourt. Répondez à la question suivante dans les commentaires de la vidéo. Combien d'enfants sont-ils nés dans la série le 1er octobre 1989? Bref, allez, on finit en beauté.